Qu'est-ce qui distingue l'extermination des Juifs des autres figures du mal au XXe siècle? Dans sa correspondance avec Ernst Nolte, publiée sous le titre « Fascisme et communisme », François Furet répond en invoquant deux ordres de raison. Le premier tient à ce que l'entreprise d'extermination des Juifs vise des hommes, des femmes, des enfants, du seul fait qu'ils sont nés tels, indépendamment de toute considération intelligible tirée des luttes pour le pouvoir. La deuxième série de raisons a trait au caractère du peuple juif dans l'histoire de l'humanité et tout spécialement de l'Europe. Le peuple de la Bible est inséparable de l'Antiquité classique et du christianisme. Il survit comme témoin persécuté d'une autre promesse dans le Moyen-Âge chrétien. Il prend une part hors de proportion avec le nombre de ses membres dans l'émergence des nations et l'avènement de la démocratie. En le martyrisant, en cherchant à le détruire, les nazis tuent la civilisation de l'Europe par les armes d'un des peuples les plus civilisés d'Europe. Nous, je veux dire nous les Européens, et non seulement nous les Allemands, ne sommes pas sortis de ce malheur qui va nous survivre. À mon invité d'aujourd'hui, l'historien israélien Saul Friedlander, qui publie Réflexions sur le nazisme, un livre d'entretien avec Stéphane Bou, je voudrais d'abord demander quelle est sa réponse à cette lancinante question et si elle recoupe celle de François Furet. Saul Friedlander. Oui, je trouve la réponse de François Furet à Nolte à la fois juste et belle. Et j'avoue que j'avais lu la correspondance et j'ai oublié, et au fil des années, ce beau passage. Et je crois que sa définition de ce qui distingue l'extermination des Juifs d'autres génocides, exterminations du XXe siècle est une distinction capitale et je l'avais rarement entendu formuler de manière aussi convaincante. Mais, et c'est le mais dont je me souvenais, que le fait même qu'un historien aussi sérieux, aussi important, aussi lucide que François Furet ait cru nécessaire, peut-être par anticommunisme, d'écrire à Nolte ou de répondre à Nolte, entache en quelque sorte, ou du moins fait planer une ombre sur sa réponse. François Furet, sans doute, n'était pas conscient de la profondeur de la haine de Nolte pour les Juifs et de son je dirais de son néonazisme. Ah, vous allez jusque-là? Je vais jusque-là parce que dans la conversation plutôt difficile que nous avons eue et que j'ai dû interrompre. Et que vous relatez à la fois dans Réflexions sur le nazisme, mais aussi dans l'autre ouvrage que vous publiez aujourd'hui, Où mène le souvenir. Et c'est une conversation, en effet, terrible. Terrible. Alors c'était en quelle année d'abord? C'était en 86. 86, oui. Je me trouvais à Berlin, au Wissenschaftskolleg, donc une sorte d'institution un peu comme l'Institut de Princeton, disons. Et Nolte, dont le fils avait été mon élève à Genève, est venu me voir, m'invite à l'université pour une conférence, tout ça se passe bien. Je connaissais un article de lui qui ne m'avait pas plu du tout un an auparavant. Mais je me suis dit, c'est peut-être une aberration. Deuxième invitation à dîner chez lui. Et avec un autre membre du collègue, Peter Demetz, un historien de la littérature allemande, et deux politologues allemands de l'Université libre de Berlin. Tout ça commence tranquillement avec une conversation sur les scandales qui ont lieu à ce moment-là à Berlin. Et puis au moment où on se met à table, Nolte se tourne vers moi. Je ne vais pas vous raconter toute la conversation, à moins que vous ne le vouliez, mais il se tourne vers moi et me dit « Monsieur Friedlander, Herr Friedlander, ça veut dire quoi être juif ?» Alors je lui dis, Ben Gurion, après la création de l'État,
a demandé à une trentaine de personnalités juives de lui définir chacun à sa manière ce qu'était être juif. Et il a reçu 30 réponses différentes. Il les a enfermées quelque part et tout ça n'avait pas eu de solution théorique. Mais quelques années plus tard, la Knesset, le Parlement israélien, a décidé, pour des raisons de coalition ministérielle, de prendre la définition religieuse qui est juif qui est né d'une mère juive. Alors, me dit Nolte, c'est une affaire biologique. Je lui réponds, mais pas du tout, vous pouvez vous convertir au judaïsme, c'est pas du tout une affaire biologique. Il dit, si, on sent le poids biologique, et alors, dit-il, vous n'allez pas nier quand même qu'il y a un judaïsme mondial. Je dis un judaïsme... Weltjudentum, c'est ça. Weltjudentum, alors une expression nazie classique. Et je lui dis, écoutez, vous tombez mal, parce que j'étais le secrétaire pendant plusieurs années du président du Congrès juif mondial, Nahum Goldman, et donc je sais ce qu'est le Congrès juif mondial, et qui a été créé dans les années 30 pour aider les réfugiés juifs fuyant l'Allemagne nazie. Ah, dit Nolte, tout ça c'est peut-être vrai, mais au début de la guerre, Chaim Weizmann, le leader sioniste Chaim Weizmann, dit que les juifs du monde entier vont lutter aux côtés de l'Angleterre. Bon, je lui dis oui, bien sûr. D'abord, Weizmann ne représentait qu'une petite partie des juifs du monde entier. Il représentait Eretz Israël, donc les juifs en Palestine. Mais évidemment, dû à la manière dont les nazis traitaient les juifs et à cause du régime même de Hitler, il allait de soi à l'époque que les juifs combattraient aux côtés de la démocratie de l'Angleterre. Alors Nolte répond, et ça, c'est la clé de la réponse. Il me dit oui, mais alors dans ce cas-là, les Juifs étaient en guerre avec l'Allemagne nazie, et Hitler avait raison de les enfermer dans des camps comme prisonniers de guerre. Et alors il ajoute un peu à mi-voix, je dis bien des camps de concentration, et pas des camps d'extermination, n'est-ce pas, nuance. Et ça continue comme ça, je ne vais pas vous embêter avec cette conversation extraordinaire, mais elle se termine sur un coup d'éclat de Nolte qui me dit « Est-ce que vous saviez, de nouveau ce ton absolument que je n'arrive pas bien sûr à imiter, est-ce que vous saviez, monsieur Herr Friedländer, que Kurt Tucholsky, donc un critique de gauche, de la société allemande des années d'entre-guerres, mais avant la Première Guerre, Kurt Tucholsky, juif bien sûr, mais converti au catholicisme, avait écrit dans la Weltbühne, je crois, qu'il souhaitait à la bourgeoisie allemande, lui, Tucholsky, souhaitait à la bourgeoisie qu'elle meure dans les gaz. Alors, je lui dis, Herr Nolte, vous me dites en fait que quand Hitler, après qu'Hitler ait écrit dans Mein Kampf, que si quelques dizaines de milliers de ces Hébreux étaient morts dans les gaz, la guerre aurait tourné différemment. Et où est-ce que vous prenez ce genre de sottise? Alors il me dit, je lis par exemple Le mensonge d'Auschwitz de Stieglitz. Je lui dis, mais vous lisez la littérature néo-nazie? Il dit, bien sûr, on y trouve des détails qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, je lis des choses nouvelles, je vais aux sources, je contrôle si c'est vrai, et Tucholsky a dit ça en ce qui concerne la bourgeoisie allemande. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, bon, donc puisqu'il y a équivalence entre Hitler et Tucholsky, je quitte le dîner, la soupe était froide, je me lève, Demetz avec moi, il est tard, dit Demetz, et on demande un taxi, on s'en va. Et moi, ça m'a absolument bouleversé pendant longtemps. Je tremblais physiquement. Tucholsky, vous avez vérifié? Oui, alors voilà. Qu'est-ce qu'il a dit effectivement? Alors, Tucholsky, l'affaire est très simple, mais il fallait le savoir. Et je l'ai vérifié en Israël ensuite avec Gershom Schocken, qui était le rédacteur en chef et propriétaire du Haaretz, juif allemand. Au moment, en 28 ou 29,
le Parlement allemand, sous influence de la droite allemande de l'époque, le DNVP, etc., débat en tout cas la construction d'un croiseur pour la marine allemande. Tucholsky se trouve au Danemark. Tucholsky est un pacifiste à tout cran. Et quand il voit dans le journal ou quand il entend dire que voilà, on est en train de discuter de la possibilité de construire un croiseur, ce qui était encore permis par le traité de Versailles, il s'enflamme, il s'écrie. Si vous voulez la guerre, vous les nationalistes, les bourgeois allemands, eh ben vous l'aurez la guerre. Et vous mourrez dans les gaz comme les soldats de la Première Guerre mondiale. Oui, c'est ça. C'était ça. Ça n'avait rien à voir. Mais lui, il le savait. Oui, il le savait. Bien sûr qu'il le savait. Non, mais ce que vous dites est absolument passionnant, parce que Nolte est un historien d'importance. Vous dites vous-même que vous avez lu son histoire du fascisme, et c'est parce que cette histoire du fascisme avait aussi beaucoup marqué François Furet qu'il a accepté de correspondre avec lui, mais il ne pouvait pas être au courant de votre conversation. Cela étant, Nolte est celui qui, en 1986, justement, a déclenché la très fameuse querelle des historiens dont nous allons parler quelques instants, par un article où il dit un peu la même chose, puisque c'est là qu'il parle de cette déclaration officielle de Chaim Weizmann dans les premiers jours de septembre 1939, disant que dans le monde entier, les Juifs lutteraient dans cette guerre aux côtés de l'Angleterre. Et il se reproche lui-même de ne pas avoir tenu compte dans ses travaux précédents de cette déclaration parce qu'elle est de nature à étayer la thèse non négligeable selon laquelle Hitler aurait eu le droit de traiter les Juifs comme des prisonniers de guerre, c'est-à-dire de les interner. Voilà. Et c'est ce texte où il dit aussi que les camps d'extermination nazis sont une sorte de copie du goulag, mais c'est ce texte qui, en quelque sorte, a mis le feu aux poudres et a déclenché cette querelle. Cette querelle, y avez-vous participé et comment l'avez-vous vécu, Sophie Dandré? Mal, dans le sens que j'en ai beaucoup souffert. Alors, Nolte, d'ailleurs, dans sa réponse à un livre qui s'appelle Antwort an meine Kritiker, réponse à mes critiques, prétendait que c'était notre dîner qui avait déclenché parce que j'avais raconté la conversation à Habermas, au philosophe donc Jürgen Habermas. Et qui a répondu bien sûr, un peu plus tard. Alors, donc, cette remarque de Nolte sur Weizmann n'est que la pointe de l'iceberg, parce que finalement, dans notre conversation, les thèmes que Nolte va ensuite reprendre, Goulag d'une part, Auschwitz de l'autre, Goulag étant l'original et Auschwitz étant la copie, et puis plus tard un peu déclarant que Hitler était le défenseur de la bourgeoisie européenne contre le bolchevisme, donc les thèmes de Nolte, bolchevisme, nazisme, n'apparaissent pas dans notre conversation, il ne parle que des Juifs. Et cet antisémitisme viscéral de Nolte, Furet ne connaissait sûrement pas, et on ne voyait que poindre des petits éléments. Et en fait, Nolte l'a caché d'une certaine manière et s'est concentré sur l'équivalent, donc Allemagne, Union soviétique. Et c'est peut-être ce qui a trompé quelqu'un comme François Furet. Nolte était un antisémite profond, ce qui n'apparaît pas, à mon avis, dans les trois visages du fascisme qu'il publie dans les années 60, si ma mémoire est bonne, 68, oui. 69, et qui déjà avait été critiqué par quelqu'un comme Georges Mosset, un historien de l'intelligentsia allemande, en y voyant les premiers éléments qui vont apparaître ensuite. Oui, mais alors justement, en même temps, cette querelle-là ne peut pas se réduire à un affrontement Habermas-Nolte. La réponse d'Habermas est admirable, c'est vrai, mais il y a aussi un autre historien avec qui vous êtes entré en polémique, qui a lui-même répondu à Nolte de manière, si vous voulez, très claire, très virulente même, c'est Martin Brojaat. Oui. Parce que celui-ci dit
reprend cette thèse selon laquelle Hitler avait déjà de sérieuses raisons de penser que ses adversaires voulaient sa perte, bien avant que ne parviennent au monde les premiers échos d'Auschwitz. À l'appui de cette thèse, dit Broszat, Nolte cite une déclaration du président de l'agence juive précisant que les juifs du monde entier se rangeraient aux côtés de la Grande-Bretagne pour lutter contre Hitler. Il en conclut que cela pourrait accréditer la thèse selon laquelle Hitler était en droit de traiter les Juifs comme des prisonniers de guerre et des interner. Et il dit, Broszat, que c'est absurde, puisque Weizmann, vous l'avez dit, ne parlait qu'au nom du co-créationnisme mondial. Ce n'était pas un État reconnu par la communauté internationale. Par conséquent, cette déclaration ne pouvait avoir ni la signification, ni la portée d'une déclaration de guerre classique. On pourrait admettre, à la limite, je cite Broszat, qu'un pamphlétaire d'extrême droite mal informé ne fasse pas cette distinction, mais cela est inacceptable de la part d'un professeur d'université comme Nolte. Cependant, un autre affrontement a émergé dans cette querelle, dont je voudrais que vous nous disiez quelques mots, l'affrontement entre les intentionnalistes, parmi lesquels je crois vous rangez, comme en témoigne votre grand livre sur l'Allemagne nazie et les Juifs, et ce qu'on appelle les fonctionnalistes, dont Broszat avec Mommsen est le grand porte-parole. Alors, est-ce que vous pouvez résumer cette querelle ? Bien sûr. Cette querelle a commencé lors du premier colloque international sur la Shoah, le grand colloque. Il y avait eu un colloque un peu moindre à Paris, à l'École des hautes études, en 83, je crois, oui. Et sous la présidence de Furet et de Raymond Aron. Et puis en 84, c'est à Francfort, où il y a beaucoup d'historiens allemands, et puis quelques historiens israéliens, bien sûr, et des gens comme Hilberg, Browning, etc. Et alors, c'est là que se développe la querelle entre intentionnalistes et fonctionnalistes. Les intentionnalistes disent simplement il y a idéologie qui est à la source en fait de tout. Il y a ensuite un personnage, Adolf Hitler, qui devient le porte-parole de cette idéologie et la dissémine au sein du peuple allemand, qui est prêt d'ailleurs à accepter le message. Et puis il y a des décisions, il y a un plan, et finalement, d'idéologie en idéologie, de définition en définition, on en arrive aux plans territoriaux et on en arrive finalement à l'extermination des Juifs dans l'Europe occupée par les nazis. Alors, j'ajouterais que tout ça est un peu simple, bien sûr. Aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses et que finalement, Hitler a décidé et a mis en œuvre l'extermination au moment où il voyait que la guerre allait se prolonger avec l'entrée en guerre des États-Unis et la contre-attaque russe devant Moscou. Et c'est ça qui a radicalisé. Oui, alors il s'est dit qu'il fallait, dans des circonstances aussi graves que cela, ne pas avoir d'ennemis à l'intérieur, voilà. Et donc ne pas revenir à la situation 17-18 avec le coup de poignard dans le dos, comme disaient les Allemands nationalistes, et donc éliminer les ennemis de l'intérieur. Comme il ne pouvait plus y avoir de plans territoriaux, puisque aucun endroit n'était accessible, il fallait les tuer. Et alors, il charge Himmler de le ça, faire. La décision a été prise fin 41, vous diriez? À mon avis, fin 41. D'autres diront début de l'automne 41, et c'est un long débat. Mais personne aujourd'hui ne croit que ça a été pris avant, malgré les massacres en territoire soviétique. Néanmoins, la décision que tous les Juifs, du plus jeune au plus vieux, où qu'ils soient, et Heydrich, quelques semaines plus tard, parle de 11 millions de Juifs à la conférence de Wannsee, et nomme les pays où l'Allemagne va liquider le peuple juif. Donc, si vous voulez, tout ça, Nolte ne l'ignorait pas. Un historien de son rang et de ses connaissances savait parfaitement bien que c'était finalement le plan
nazis. Ça, c'est les intentionnalistes. Oui, et les fonctionnalistes. Alors, les fonctionnalistes, c'est très intéressant, à mon avis, faux, mais enfin, il faut mettre dans les deux cas nuancés aujourd'hui. Les fonctionnalistes disent qu'il n'y avait pas de plan. Voilà, c'est ça. L'idéologie, finalement, ne jouait qu'un rôle tout à fait déclaratoire. Et tout ça est la conséquence de circonstances qui l'une s'ajoute à l'autre et personne ne sait dans ce brouillard général où on va. Mommsen parle de cumulation... Radicalisation cumulative. Voilà, radicalisation cumulative, c'est-à-dire que la lutte entre les hiérarques du système amène chacun d'entre eux à essayer de faire un pas de plus pour gagner plus de pouvoir. Alors ça amène évidemment un processus de radicalisation et finalement on se trouve devant la solution finale sans que personne n'ait vraiment eu l'idée au début de la guerre qu'on y arriverait et que personne n'avait imaginé ça. Et Mommsen parle de brouillard et dit, comme il y avait brouillard sur les décisions, il y avait évidemment brouillard sur toute possibilité de résistance. Et donc, on s'est trouvé là dans des circonstances abominables, mais personne ne l'avait prévu. Et Brochat était du même avis. Il est du même avis, mais il va très loin. Donc ce Brochat qui critique vertement Nolte pour l'usage qu'il fait de la citation de Ray Weizmann, écrit, et cette phrase vous la relevez dans Réflexions sur le nazisme, les Israéliens, oui. Ça, les Israéliens, donc ils vous visent, mais enfin ce mot israélien, il faudra peut-être qu'on s'y arrête. Juifs, oui, quand même. Les Israéliens veulent voir dans ce crime immense des causes majeures et définissables, alors qu'il se peut très bien que des faits tout à fait secondaires aient donné lieu à un résultat d'une ampleur horrible. Voilà. Alors la thèse que Brochat développe ensuite, et d'ailleurs en même temps, mais elle devient vraiment manifeste en 85 dans un article célèbre intitulé « Plaidoyer pour l'historicisation du national-socialisme ». Il dit, il ne parle pas de ça du tout, mais il dit il faut quand même remettre les choses dans leurs proportions justes. Et Hollywood aujourd'hui, et les Américains et tout ça, ils s'adressent bien sûr aux Juifs américains et à Hollywood, terme classique pour et à la CBS qui venait de sortir quelques années auparavant, Holocaust, le film hollywoodien. Il faut donc remettre les choses à leur place historique réelle et historiciser, ce qui veut dire ne pas s'attacher aux crimes du régime, mais à la vie du peuple allemand, et là j'interprète, sous le régime. C'est-à-dire que les crimes sont réels. Brochat ne nie pas l'extermination des Juifs. Mais il dit, ça c'est une petite couche de politiciens, si vous voulez, d'hommes politiques et éventuellement Hitler lui-même. Mais il s'agit de très peu de gens qui dominent le pays. La masse des Allemands vit la vie quotidienne et les grands courants sociaux et économiques qui ont commencé des dizaines d'années avant, se poursuivent sous le Troisième Reich et débouchent sur la République fédérale. Donc, ce qui importe pour l'historien, c'est finalement la vie quotidienne d'abord, mais aussi les grands courants sociaux du peuple allemand, au sein du peuple allemand, sous cette couche temporaire et minime finalement du groupe nazi. D'autant plus, c'est Mommsen qui parle, que les Allemands étaient eux-mêmes dans le brouillard, étant donné qu'aucune décision n'avait été prise de manière affichée et spectaculaire. Et c'est ce qu'ils disent l'un et l'autre. Et à cela, je voudrais savoir ce que vous répondez. Parce que une des énigmes vertigineuses du nazisme, et celle-ci, dès 1919, un esprit aussi averti que Jacques Banville avait dit, avec les conditions faites à l'Allemagne par le traité de Versailles, on allait vers une guerre. Réveil du nationalisme, irrédentisme des minorités allemandes à l'extérieur de ce qu'est devenu l'Allemagne. Donc, la guerre est inévitable, le pangermanisme se réveillera. Tout était prévisible, sauf Hitler. Voilà. Ça, et c'est ce que dit notamment Sébastien Haffner.
et cette extermination-là. Mais alors, justement, si Hitler n'était pas prévisible, s'il a fallu Hitler pour que un phénomène comme celui-ci ait lieu, que doit-on penser du reste de l'Allemagne? Était-elle, cette Allemagne, dans le brouillard? Qui savait quoi de ce que Walter Laqueur a appelé le grand secret? Était-ce vraiment un secret? Et peut-on dire que tout s'est fait en dehors de la connaissance de la société allemande, du peuple allemand? Non. Et aujourd'hui, on sait, on a vraiment des données assez précises. Et il faut même le bon sens vous dit que ça ne pouvait pas être en dehors de la connaissance du peuple allemand, parce que les soldats, et je cite des lettres dans mes propres livres, et les soldats qui étaient sur le front de l'Est écrivaient à leur famille en donnant des détails très précis. Par exemple, un soldat, je me rappelle de ça par hasard, me dit, bien, je viens d'arriver à Auschwitz, en route pour le front de l'Est, je vais y passer 1 ou 2 journées. Il faut que vous sachiez que les Juifs arrivent ici par 7 ou 8 000 par semaine, et très peu de temps après, ils meurent d'une mort de héros. C'est donc il se moque d'eux, bien sûr, ein Heldentod, n'est-ce pas, la mort du héros. C'est-à-dire, ils sont exterminés. Et d'autres racontent ce qui se passe, des fusillades, donc l'extermination par balle, comme on dit en France, et donc les massacres en Ukraine et en Russie blanche. En fait, 2 millions de Juifs sont massacrés au vu et au su de tous les soldats qui se trouvent dans les parages et qui écrivent à la maison. Les gardes des camps rentrent chez eux pour des vacances, etc. Donc on est là face à un phénomène de dissémination des nouvelles. Qu'en lisant maintenant les rapports du SD, donc du service secret, sur l'opinion allemande, vous voyez tout de suite que les gens discutent tout à fait librement du fait que les Juifs sont tués. Alors, et le peuple allemand, dans sa majorité, ou en tout cas une grande partie du peuple allemand, à partir de... Alors la date est une date hypothétique, mais disons à partir de 1943, on pense qu'il y a 30 à 40 millions d'Allemands qui savaient que les Juifs étaient exterminés, ne savaient pas évidemment tout ce qu'il y avait à savoir sur les techniques d'extermination, notamment les chambres à gaz, mais on peut parler de dizaines de millions. Après la guerre, en 1947, plus personne ne se souvenait de ces événements. Et d'ailleurs, dans votre livre « L'Allemagne nazie et les Juifs », vous citez aussi un discours de Hitler du 26 avril 1942 au Reichstag, où il le dit. Il parle d'extermination, et vous citez aussi le commentaire de Klemperer. La concentration de la haine est poussée ici jusqu'au bout de la démence. Pas de l'Angleterre ou des États-Unis ou de la Russie. En toute chose, seul et unique objet de haine, le juif. Haine explicitement exterminatrice à ce moment-là. Tout à fait. Il dit, d'ailleurs, il a une phrase qu'il reprend 5 fois en 1942 dans des discours au Reichstag, dans d'autres manifestations grand public. Il dit, j'ai été prophète. Tout le monde se moquait de moi. Surtout les Juifs riaient à ce que je disais. J'ai réalisé une partie de ma prophétie. Et les Juifs commençaient à cesser de rire. Et je pense qu'aujourd'hui, très peu d'entre eux rient encore et que bientôt, plus un seul d'entre eux ne rira. Alors, justement, il reste quand même une question. Les intentionnalistes, évidemment, insistent sur le rôle névralgique de Hitler. Oui. L'intention est celle du Führer. Oui. Mais comment expliquer que le peuple est suivi, alors que finalement il a fallu cet homme dont on ne sait pas comment le qualifier, démoniaque, pour mettre en œuvre une entreprise comme celle-là. Sans lui, elle ne se serait pas faite, et il y a ce suivisme qui reste quand même très mystérieux. Mystérieux, mais explicable. Alors d'abord, il faut bien le répéter, la première lettre politique
que Hitler écrit à qui que ce soit. C'est un monsieur de la ville d'Ulm, qui lui demandait, quand Hitler était encore propagandiste pour le régiment bavarois, etc., en 1919, ce monsieur d'Ulm lui dit « Comment est-ce qu'on va régler la question juive ?» Hitler lui répond « On a la lettre. Et on va régler la question juive non pas par des pogroms, donc il se trompe sur le mot pogrom, pas par des pogroms, mais de manière rationnelle. Donc il faudra un plan. » La dernière phrase que Hitler écrit avant de se suicider, continuer la lutte contre la peste internationale, le judaïsme mondial. Donc de A à Z, oui. Hitler est obsédé par les Juifs, donc pas d'hésitation sur lui. Alors, en ce qui concerne comment a-t-il fait passer ce message au peuple allemand, bien sûr, c'est la grande question que se posent les historiens. Hitler n'arrive pas au pouvoir à cause de son antisémitisme. Les nazis ont bien, c'est pour eux un axiome, mais ils ont 3% des voix, ou un peu plus, un peu moins, jusqu'aux élections de 1930, alors qu'en Allemagne, bien sûr, le chômage s'accroît, etc. Hitler arrive au pouvoir pour restaurer l'ordre dans un pays où les luttes entre nazis et communistes dans les rues, etc., sont un phénomène quotidien, et pour redonner un espoir aux Allemands, il leur promet le travail, il leur promet un peu tout, donc démagogie classique, et il arrive au pouvoir après avoir gagné 30% des voix plusieurs élections en 1932, en avoir perdu 2 millions en octobre 1932, et puis avoir été mené en fait au pouvoir par von Papen et nommé par Hindenburg. Alors là, il est le Führer, même s'il n'a que très peu de ministres avec lui, il arrive très rapidement à liquider les autres et à avoir un gouvernement nazi où lui prend les pleins pouvoirs. Bon, alors là, c'est une carrière qui au début semble redonner à l'Allemagne pas mal de choses, alors ça entraîne le peuple derrière le Führer. Ça l'entraîne, et l'antisémitisme dans tout ça. Alors l'antisémitisme reste, les Juifs n'ont plus le droit de faire ci, boycott économique dès les premières semaines, et enfin toute une série de mesures qui sont bien connues. Finalement en 1935, les lois raciales, les Juifs n'ont plus le droit de se marier avec des non-Juifs, etc. Alors les Allemands acceptent. Est-ce que, disons pour être généreux, qu'une minorité est d'accord et pousse, bien sûr le parti, mais ceux qui ne sont pas membres du parti, mais ils ne protestent pas. Voilà. Ils ne protestent pas, ils acceptent, et au fur et à mesure des victoires hitlériennes, diplomatiques et militaires, de plus en plus, on dit, mais le Führer sait exactement ce qu'il fait, ce qu'on croira. Mais il reste assez populaire dans la défaite. Vous dites même que... Jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, parce que au lendemain de la conjuration de juillet 1944, il reste populaire. Alors que là, les nouvelles de l'extermination sont connues, les Allemands savent à quoi s'en tenir, et pourtant, majoritairement, ils ne rejettent pas Hitler. C'est tout à fait juste, et je crois que le raisonnement, comme ça a été écrit à maintes reprises, est que finalement les armes secrètes, pour l'instant, donc les fusées, etc., vont amener la victoire, une victoire soudaine. Le Führer gagnera la guerre malgré les apparences, et jusqu'au dernier jour, au pluriel, pas mal d'Allemands croient que le Führer amènera la victoire. On ne croit pas à la défaite, et la perte de l'image de Hitler comme le héros providentiel mène à cette espèce de paralysie de l'après-guerre qu'on a appelé, que les psychanalystes ont appelé le deuil impossible. Le deuil impossible voulait dire non pas qu'on ne pleurait pas sur ce qu'on avait fait, mais aussi qu'on n'arrivait pas à se débarrasser de l'image intériorisée de ce quasi-prophète, etc. Oui. Alors, il y a eu le deuil impossible, il y a eu ce moment de la querelle des historiens, où certains pouvaient être tentés de relativiser
ce qui apparaissait comme le mal absolu. Mais qu'en est-il aujourd'hui, selon vous, en Allemagne? Ça, j'en sais rien. C'est-à-dire que à votre avis, je vais très souvent en Allemagne. Je dois dire que quelqu'un comme Madame Merkel me semble être quelqu'un non seulement de bonne foi, mais vraiment admirable à bien des points. Et d'autres politiciens, les collègues que je rencontre, les étudiants qui m'arrivent de voir. Et donc l'Allemagne d'aujourd'hui, l'Allemagne d'après les années 80, après l'unification qui inquiétait quand même, l'Allemagne semble un pays essentiellement démocratique. Mais ces derniers temps, et ça je le sais seulement par les nouvelles toutes récentes, commence à tourner vers une nouvelle droite nationaliste, encore minoritaire, à cause de tout autre... oui, mais à cause des réfugiés. Des réfugiés. Mais alors justement, là on peut en venir à ce qui se passe en effet aujourd'hui en Allemagne. Lorsqu'a été diffusée l'image du petit Aylan, oui. face contre terre et les poings serrés, l'Europe entière a été émue. C'était pas simple, c'est pas juste une image. C'était un appel et l'Allemagne a répondu. Elle était la première à répondre à l'appel. Plus que les autres. Parce qu'elle y a vu l'occasion d'effacer le signe de Caïn inscrit sur son front par le nazisme, effacer la tâche. Il y avait comme une opposition presque explicite entre l'Allemagne merkelienne et l'Allemagne hitlérienne, l'apologie de la force vitale du côté de l'Allemagne hitlérienne. Est-ce que c'est vraiment la raison de la politique de Merkel? Je ne sais pas, parce mais que... il y avait quand même comme un effort de rédemption, parce qu'elle a dit... le monde nous considère comme un pays porteur d'espoir et de chance, et cela n'a vraiment pas toujours été le cas. Tout d'un coup, l'Allemagne devient un pays modèle. Mais, et c'est là quand même que le présent intervient, le président de la République allemande, Joachim Gauck, au plus fort de cette espèce d'ivresse rédemptrice, a rappelé les 4 grandes règles constitutives de l'Allemagne d'aujourd'hui: égalité des hommes et des femmes, respect de l'identité des homosexuels, refus de tout antisémitisme, reconnaissance de l'État d'Israël. Pourquoi ce rappel? Parce que les réfugiés syriens proviennent d'un monde où sévit un tout autre climat. Persécution des sodomites, relégation des femmes, haine des juifs et démonisation d'Israël. Et le problème va se poser, effectivement, et il se pose de l'intégration, et également, ce qui est quand même le paradoxe suprême, d'un nouvel antisémitisme, non seulement en Allemagne, mais dans le reste de l'Europe. Donc l'Allemagne merkelienne veut être exemplaire, mais est-ce que c'est la meilleure manière de faire face à une réalité qui ne ressemble pas au passé récent? C'est difficile à répondre parce que vous ne pouvez pas rester, comme vous le dites vous-même, insensible à l'image qui a bouleversé le monde entier, sauf bien sûr en Hongrie et ailleurs où on reste insensible, mais enfin c'est quand même une petite minorité. Mais alors il y a une différence entre insensibilité et une sorte d'ouverture extrême, peut-être pour des raisons historiques, qui a été la politique de Mme Merkel et qu'elle semble atténuer aujourd'hui, c'est-à-dire accepter les réfugiés, mais avec des contrôles bien plus durs, bien plus efficaces. Et c'est d'ailleurs la politique que, même dans un pays comme les États-Unis, on est en train de mettre en place. Là, je voudrais aborder un autre thème qui est celui de l'état actuel de la mémoire de la Shoah. J'ai parlé de l'Allemagne et de cette espèce de souci de rédemption qui semble l'animer aujourd'hui et qui pose lui-même les problèmes que nous venons d'évoquer. Mais il y a dans le reste du monde, et notamment et surtout en Europe, me semble-t-il aujourd'hui, un effet de saturation. C'est juste. Comme si on en parlait trop, et comme si les Juifs, disons, tiraient sur la corde. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout va très bien pour eux. Ils ont un État, Israël, un État qui
colonise une partie, la Palestine, une partie, puisque Gaza n'est plus sous autorité israélienne, mais la Cisjordanie. Et puis, ils continuent à vouloir se faire passer pour des victimes. Et un discours que l'on entend énormément, c'est le discours du deux poids, deux mesures. Voilà. On parle sans cesse de l'ancienne souffrance des Juifs, comme si eux voulaient jouer sur les deux tableaux, de la puissance aujourd'hui et de la souffrance de toujours, et on parle pas assez de la souffrance des Palestiniens, et qu'Israël inflige aux Palestiniens. Et tout cela rend par exemple l'enseignement de la Shoah, qu'on a voulu, là pour le coup, déshistoriciser, très difficile. Parce que beaucoup d'élèves se sentent gavés par cet enseignement, ils n'aiment pas qu'on les sermonne, et ils le font savoir, notamment par le succès de Dieudonné parmi eux, du comique Dieudonné parmi eux. Alors que pensez-vous de ce phénomène? Que pensez-vous de cette difficulté actuelle de la mémoire de la Shoah en Europe? En Europe. Sophie Lambert. Et peut-être aux États-Unis. Évidemment, c'est quelque chose que je connais moins bien que les États-Unis aujourd'hui, mais en fait, le phénomène est le même un peu partout. Et ce que vous dites est malheureusement vrai. Il y a une tendance, notamment en Israël, sous les gouvernements de droite qui se succèdent, à utiliser la Shoah comme un instrument politique. Ce n'est pas Netanyahou qui a inventé ça, c'est Begin. C'est Begin, le même parti. En 77, Begin, à partir de 77, ne parlait que d'Arafat, Hitler, etc. Donc, je dois dire qu'une bonne partie des Israéliens n'acceptent pas, ou en tout cas ne protestent pas, parce que ça leur est égal en quelque sorte, mais certainement ne sont pas de cet avis. Mais ce qu'on entend dehors et ce qu'on entend en Israël, c'est cette accentuation du rappel de la Shoah pour des buts politiques ou pour des buts qui, en tout cas, ne sont pas de commémoration. Alors, et vous avez la même chose un peu partout. La difficulté, donc il y a la réaction que vous venez de décrire à l'égard des Juifs, à l'égard d'Israël, et en partie, et je dirais pas qu'elle est juste parce qu'elle exagère de son côté, mais il y a quelque chose qui est indéniable, cette surutilisation de la Shoah. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas dicter à un pays, quel qu'il soit, comment commémorer son passé. Après tout, il y a une politique en Israël, mais il y a aussi une sorte d'attachement viscéral à un passé qui risquait de détruire entièrement un peuple tout entier, celui dont Israël est né. Alors, comment trouver le juste terme? Mais il n'y a pas moyen, en fait, d'imposer aux gens de se souvenir sans manifestations extérieures, ou alors d'oublier. J'ai un collègue qui a décédé malheureusement, Yehuda Elkana, qui avait écrit, il y a déjà pas mal d'années, il faut arrêter toutes ces commémorations parce qu'elles mènent à la brutalisation des Palestiniens. Donc il y a des Israéliens qui sont tout à fait conscients de ça. Et j'ai refusé, on était très amis, j'ai refusé quand même de dire la même chose pour la bonne raison qu'on pouvait très bien prendre des mesures pour ne pas brutaliser les Palestiniens, notamment politiquement, et pour cela ne pas être complètement occulter le passé et la Shoah, mais réduire effectivement les commémorations. Mais évidemment, vous dénoncez l'instrumentalisation politique de cet événement par la droite israélienne depuis Begin, mais d'un autre côté, on se rend compte que le négationnisme, qui sévit notamment sur Internet, n'est pas seul en cause, c'est, si vous voulez, l'une des options, et pas forcément la plus fréquentée, d'un phénomène idéologique massif et terrifiant, c'est-à-dire le retournement de la Shoah contre les Juifs. Il y a eu José Saramago qui expliquait, prix Nobel 1998, qu'à Shatila et à Gaza, le nazisme et le sionisme se donnent la main. Il y a même des historiens qui expliquent qu'Hitler
est le disciple de Moïse, puisqu'il a mis en œuvre le modèle biblique de l'extermination de l'ennemi. Et puis, vous avez aussi, quand même, Youssouf al-Qaradawi, le cheikh Youssouf al-Qaradawi, moufti mondial, qui a été place Tahrir bénir les manifestants du printemps arabe et qui, il y a quelques années sur Al Jazeera, disait « Tout le long de l'histoire, Allah a placé les Juifs sous la coupe des gens qui les ont punis pour leur corruption. La dernière de ces punitions a été infligée par Hitler. Par toutes les choses qu'il a faites, même s'ils ont exagéré cette affaire, il a réussi à les remettre à leur place. C'est un châtiment divin qui leur a été infligé. Avec l'aide d'Allah, la prochaine fois, le rôle sera joué par les croyants. » Et ce Youssouf al-Qaradawi n'est pas n'importe qui. C'est la référence de l'UEIF. C'est un homme très souvent cité par Tariq Ramadan, etc. Donc, on a ce double phénomène, si vous voulez. Il faut se battre sans cesse sur deux fronts contre une instrumentalisation qui peut mener effectivement à la politique du pire, mais contre aussi ce retournement de la Shoah contre les Juifs, sans cesse accusés d'être des nazis. Absolument. Dans cette politique même. Absolument. Et personne ne sait exactement comment faire face à l'un et à l'autre. Et vous me citez surtout l'Europe et des noms qui sont connus ici, mais vous avez le même phénomène aux États-Unis dans les universités, ce qui est peut-être plus grave encore que dans le grand public, c'est-à-dire que le grand public s'en fiche. Mais dans les universités, vous avez des mouvements anti-israéliens féroces qui tournent pas à la critique d'une politique, mais à une sorte d'antisémitisme, où d'ailleurs participent certains juifs d'ultra-gauche. Vous avez ça dans l'université où j'ai enseigné pendant longtemps, à l'université de Californie à Los Angeles, vous l'avez à Berkeley, vous l'avez partout. Et il y a des coalitions maintenant qui se forment, c'est assez intéressant, sous l'aspect externe d'une sorte de marxisme, néo-marxisme. Vous avez des alliances entre le mouvement donc BDS, qui veut dire boycott, des investissements et sanctions, qui est donc orienté pour la Palestine. Il y a une alliance avec le mouvement les vies noires importent, donc Black Lives Matter. Et d'autres mouvements de revendication. Tout ça forme une coalition d'extrême gauche, du moins en utilisant une sorte de langage d'extrême gauche, et elle devient virulente, de sorte que quand vous avez un conférencier qui vient parler d'Israël, en général, on l'empêche de parler. C'est-à-dire qu'il faudrait la police pour qu'il puisse parler. Quelles que soient ses options politiques. Bien sûr, parce que les gens ne distinguent pas, ne savent pas. Alors, moi, ça m'est jamais arrivé. Peut-être que je suis parti à temps, je suis parti il y a 3 ou 4 ans, à la retraite, mais je sentais la montée d'une atmosphère, et je lis maintenant que dans tel ou tel campus que je connais, un invité israélien arrive pour parler de la situation politique, d'ailleurs de manière critique, et sans le laisser parler, des groupes de jeunes étudiants empêchent les gens d'entrer ou l'empêchent de prendre la parole en faisant du bruit, en criant, etc. Et donc c'est une atmosphère qui se répand. Une atmosphère qui se répand, mais alors justement, comment faites-vous, Solfrid Lambert, pour affronter ces deux difficultés, ces deux problèmes? D'un côté, une radicalisation qui vous inquiète de la politique israélienne, et de l'autre côté, une radicalisation idéologique anti-israélienne qui ne fait pas la différence entre les uns et les autres, puisque c'est la légitimité d'un État jugé raciste qui est mise en cause. Vous savez, quelle est votre solution? Dire qu'il y a une solution serait peut-être, je ne sais pas, exagéré. Mais en tout cas, on peut essayer. Et ce qui doit changer, à mon avis, c'est la politique israélienne qui, à ce moment-là, désamorcera une partie des critiques, sans d'ailleurs les empêcher de s'exprimer, parce que je crois que ça va plus loin que la politique immédiate d'Israël.
Mais changer la politique israélienne devient une tâche qui semble pour l'instant impossible. Et pourquoi? Parce que la majorité des Israéliens vont voter pour Netanyahou et pour d'autres. Pour la bonne raison qu'ils croient que même ceux qui ont pensé à 2 États se disent, si on abandonne la Cisjordanie, donc la partie qui devrait être l'État palestinien, ça ne va pas rester un État qui voudra la paix avec Israël. Vous aurez en l'espace de quelques mois le Hamas ou un autre mouvement extrême comme à Gaza. Gaza a été abandonné par Sharon, qui était vraiment quelqu'un qui, au début, était l'extrême de l'occupation. Il a évacué Gaza, on retrouve le Hamas. La même chose, alors, certainement, en Cisjordanie, puisque Abbas et les gens du Fatah sont extrêmement faibles et ne pourront pas... Donc ce n'est pas le fanatisme qui motive cette attitude, c'est l'angoisse, c'est l'inquiétude. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre à une attitude comme celle-là? Alors néanmoins, c'est très difficile si vous vous demandez, mais néanmoins, je crois qu'il faut essayer. Et pour essayer, il faut faire des gestes qui donnent l'impression aux autres qu'on veut arriver à un arrangement. Est-ce qu'on y arrivera ou pas? Personne ne le sait. Bon, écoutez, merci beaucoup, Saul Friedlander, pour cette passionnante conversation. Je renvoie aux 2 livres que vous publiez aux éditions du Seuil, Réflexions sur le nazisme, des entretiens avec Stéphane Bou, et Où mène le souvenir, Ma vie. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr